et bienvenue dans cette libre antenne. Nous sommes ensemble et entre nous jusqu'à 1h. La nuit est à vous sur Europe 1. Alors si vous avez envie de me parler de vous, de votre vie, de me confier ce qui vous préoccupe, la ligne est ouverte au 39 21. Vous y serez accueillis ce soir par Quentin et Asiba avec la complicité de Philippe Chartier qui, vous l'avez entendu, est d'humeur joyeuse ce soir. Il débouche les bouteilles de champagne virtuellement, j'entends, virtuellement, uniquement. Nous sommes sérieux à tout point de vue, nous avons une émission à faire, et oui. Allez, nous sommes là à votre écoute jusqu'à 1h, et pour tous vos messages, tous vos commentaires, vous avez le 7 21 21 en commençant votre message par le mot nuit. Vous avez également le site europe1.fr où vous pouvez m'écrire, réagir aux différents témoignages que vous entendez à l'antenne, et puis surtout si vous avez envie de vous exprimer, 39 21, on attend vos appels. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Monique. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Comment va Caroline? Écoutez, ça va bien, je vous remercie. Alors c'est bien parce que je voulais vous souhaiter hier soir un anniversaire, mais votre anniversaire c'est pas ce soir. Oh si, vous savez, c'est le 12, donc vous pouvez encore, Monique, c'est très gentil. Bah oui, merci. j'ai pensé hier soir parce qu'on m'a dit surtout l'anniversaire, et puis les 10 ans... Mais c'est adorable. Ah ben c'est normal, depuis le temps que je vous écoute, et j'ai pensé 10 ans, Monique, déjà. 10 ans que vous êtes à l'antenne. Oui, non, mais, c'est vrai, ça... Ah, ça passe, c'est pas possible, j'y ai pensé tout l'après-midi. Ah bon? Oui, parce que j'ai dit quand même, ça passe très vite. Ça fait 10 ans que vous écoutez? Oui. Ah oui. Alors là, j'ai dit, qu'est-ce que ça passe vite? Oui, c'est vrai. Ah c'est vrai que ça passe vite. C'est vrai vite. que je pense à vous, Caroline. Ben je vois ça. Je suis une dame de Brive-la-Gaillarde et pourtant je connais que Brive-la-Gaillarde très peu. Mais c'est tellement mignon, Brive-la-Gaillarde. Ah, je croyais que vous étiez de Brive-la-Gaillarde vous-même. Non, je ne suis pas de Brive-la-Gaillarde. Non. Et je connais. Un petit peu. Voilà. Bon, ce qui m'amène de vous téléphoner, c'est pas gai. Merci. C'est pas gai, c'est presque triste. C'est plus que triste même. C'est parce que j'ai ma fille qui est à l'hôpital par vouloir prendre des cachets. Elle a pris des cachets. Pas vouloir, elle a pris des cachets. Oui. Moi, je suis pas près d'elle. Je suis à 1000 km d'elle. Moi, je suis dans le sud. Oui. Et je suis partie parce que, moi, j'ai laissé mon appartement à ma fille pour qu'elle ait avec ses enfants, etc. Et puis, il y a eu un enfant de 17 ans, 18 ans même, je sais même plus, et qui a été très très dur, très très, mais odieux. Et sa mère en a lâché prise. Ça c'est terrible. Alors elle est à l'hôpital, elle a été très très mal entre la vie et la mort. Vous voyez que c'est pas drôle. Elle a fait une tentative de suicide? Oui. Oui, elle a fait une DS. C'était lundi matin. C'était lundi matin, et là, en ce moment, eh bien, pas le droit de téléphoner, bien sûr. Oui. Pas le droit de... Elle est à l'hôpital. Et puis sa fille qui est... C'est ça que je voulais surtout vous parler aussi, parce que c'est une dame. Ma fille, elle a eu 14 enfants, Caroline. Ah bon? 14 enfants? Mais je vais vous dire aussi pourquoi. On a affaire à des salopards, des fois, dans la vie. Moi, je menais ma fille au cardiologue, mais je le cache pas le nom, parce qu'il n'existe plus aujourd'hui. Lopez, rue de la Roquette. Ah non, ne citez pas de nom. Non, Monique, vous allez me mettre dans l'embarras. Non, on peut pas parce que parce qu'on cite. Non, parce que même on peut pas. Après, ça mène des droits de réponse. On peut pas citer de nom. Je comprends que vous soyez en colère contre, mais bon. Il lui a dit, elle avait 8 ans, tu n'auras jamais d'enfant. Oui, ça c'est terrible de dire ça à une enfant. Qu'est-ce qu'on peut en savoir à une petite fille? Enfin, à moins que la petite fille ait pas d'utérus, qu'il y ait une malformation. Oui. Mais bon, ce qui n'était pas le cas de votre fille, la preuve, elle a eu 14 ans. Ah, oui. Ou un souffle au cœur. Oui, c'est absurde. D'ailleurs, l'avenir a montré. Oui. Et là, ça l'a... D'abord, elle s'est mise à m'écrire. Je me dis,
mais alors ma fille, elle maigrit, je l'ai menée. Alors là, j'étais à l'hôpital, dans un hôpital aussi de Paris. Et là, on me l'a quand même soigné, on m'a dit, mais c'est un imbécile qui vous a raconté un truc pareil. Oui. Mais le mal était fait. Le mal était fait, c'était dans sa tête. C'est-à-dire, vous voulez dire qu'après, elle n'a eu de cesse d'avoir beaucoup d'enfants? Ah oui. Elle s'est mariée à 19 ans, elle a pas arrêté. Et moi qui étais malade à chaque fois, parce que je me disais, mais mon Dieu, je pensais toujours à ce cardiologue qui m'avait dit ça. Et là, finalement, elle n'a plus de souffle au cœur, elle n'avait plus rien. Donc ça l'a démolie quelque part. Elle a été démolie, parce que 14 enfants, il faut les faire quand même, pour les avoir. Et puis c'est très dur, c'est difficile. Il y a 8 garçons là-dedans, c'est pas facile. Et 6 filles. Alors, elle est toute seule. Son mari n'a pas été très gentil. Je dirais plutôt... on va pas dire les noms, bien entendu, mais c'est un être qui vient d'Espagne. Voilà, si vous voulez. Parlons comme ça. Et ils sont très durs, les Espagnols aussi. Oh, vous savez, des gens durs, il y en a partout. Il n'y a pas qu'en Espagne, il y a des gens aussi merveilleux en Espagne. Merveilleux, exactement. Oui, ça c'est parce que c'est lié à la personnalité de cet homme. Oui, mais il y a quand même il y a quand même des femmes qui sont tuées tous les jours. Faut y penser. Oui, mais il y en a en France. Vous voulez dire que plus on se rapproche du sud, plus les gens sont machos. Vous savez, il y a la violence conjugale, elle touche, elle touche aussi la France. En France aussi, il y a des femmes qui sont tuées tout à fait. Alors, tous les jours. Ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour... oui. C'est toujours trop, de toute façon, quand bien même il y en aurait une. Enfin, en tout cas, pour revenir à l'histoire de votre fille, oui, 14 enfants. Bon, déjà, après, tout dépend. Ça peut être un choix, mais c'est vrai que, bon, physiquement, c'est même si dans les générations précédentes, les grands-mères avaient, mais c'est vrai que physiquement, les femmes étaient épuisées. Et puis après, comme vous dites, il faut les élever, et puis la vie est différente aussi, maintenant. C'est-à-dire qu'avant, les enfants. Il y avait des grandes familles. Il y avait des grandes familles, mais les conditions de vie étaient aussi différentes. Les enfants aussi s'élevaient entre eux, d'autres partaient en apprentissage. Enfin, c'était la vie économique n'était pas du tout la même. La société a considérablement changé. Beaucoup même. Et comment? Je dirais beaucoup. Et comment, oui. Oh là là, d'une vitesse. Et ça continue à changer énormément. Moi, j'arrive plus à suivre. J'avoue que c'est difficile. Ah, mais je comprends parce que en ces 50 dernières années, ça a effectivement changé plus que tout. Donc oui, je ne sais pas si votre fille a... Vous êtes une dame, vous avez quel âge, Monique? Moi, j'ai 70 ans. Oui. Bah oui, ça a beaucoup changé. J'ai ma fille qui a 48 ans. Oui. Donc, c'est pas... C'est normal, on a des âges... Moi, j'ai connu les années 60 à Paris. C'était sensationnel. Ça, on n'avait pas peur. On pouvait sortir dans Paris. Mais il n'y avait pas de peur. Ça devait être une belle époque, oui, les années 60. C'est vraiment les années où je regrette le plus. Oui. C'était votre jeunesse aussi. Puis ma jeunesse, elle est oui. Partie avec, oui, bien sûr. Mais j'y pense même plus à la jeunesse avec les soucis que j'ai eus. Mais là, vous faites beaucoup d'inquiétudes pour votre fille. Pour ma fille. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'elle en est arrivée à commettre ce geste? À commettre ce geste, c'est l'épuisement. Oui. L'épuisement. Elle n'est pas aidée. Moi, alors on dit, oh mais votre fille, elle est aidée, elle a ci, elle a ça. Elle a rien du tout. Elle n'est pas aidée du tout. Pas aidée du tout. Quand je dis pas aidée du tout, pas aidée du tout. Les services sociaux passent une fois tous les 5 ans. Ça, tout va bien. Voilà. On s'en fout. Faut pas croire, c'est pas vrai. On n'est pas aidé. Ça n'est pas notre cas toujours. Je peux vous dire que ma fille n'est absolument pas aidée. Il n'y a pas de. Ce que je voulais vous dire aussi, Caroline, c'est qu'il n'y a pas de solidarité. Paris, on est chez soi. Peut-être qu'à la campagne, les gens se connaissent davantage, ou alors mais on est chez soi,
Les voisins, j'en fous complètement. Elle est à Paris? Non, vous êtes dans le sud, elle est à Paris, votre fille? Maintenant, elle est à Paris, mais elle habitait dans la Seine-et-Marne. D'accord. Mais maintenant, elle est venue à Paris chez moi. Je vais laisser mon appartement à Paris. Oui. Il est plus grand, moi j'ai pris plus petit, bon, c'est différent. Mais toute seule, je crois qu'elle ne se plaît pas toute seule, ou alors... Parce qu'elle n'est plus avec le père des enfants? Non, elle est séparée. Elle est séparée. On va y la battre. Alors, non, dans ces cas-là, il vaut mieux s'en aller. Oui. Hein. Oui. Non, mais avoir des enfants, moi je l'ai emmené. Mais comment fait-elle, même pour... parce que, même matériellement, comment fait-elle pour élever... parce que il y en a... C'est difficile. Bah ça, le mot doit être faible. Oui, c'est difficile. Alors, il y a j'ai une amie à moi qui habite Lyon et qui m'envoie quelquefois des vêtements de ses enfants. Donc, ça fait effectivement, parce qu'on peut pas subvenir à tout, mais ça fait plaisir. On apprécie énormément. Oui, il y avait des personnes comme ça, 2 ou 3. Mais maintenant, elle connaît moins de monde, parce qu'étant donné qu'elle est venue de la Seine-et-Marne à Paris, elle est née à Paris, elle connaît Paris, puisqu'elle a fait ses études à Paris. Bien sûr, c'est une Parisienne, mais la Seine-et-Marne, c'est différent aussi. Hein. Attention, faut pas confondre Seine-et-Marne et Paris. C'est pas les Parisiens, Seine-et-Marne. C'est vrai, hein. C'est vrai, certainement. Mais vous avez bien connu, oui. Non, mais c'est différent. En même temps, être parisien, je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais c'est différent parce qu'il y a plus un côté un peu village. Il y a un peu village, oui. D'abord, elle se plaît pas trop à Paris maintenant. Elle voudrait retourner. Mais comment fait-elle même pour vivre à Paris? Parce que comment se loge-t-elle? Oui, elle a votre appartement. Elle a votre appartement. Combien d'enfants élève-t-elle encore? Puisqu'il y en a qui sont grands. Elle en avait 5 avec elle en a 5. Et il y en a qui sont pas... Mais là, aujourd'hui, ils sont partis chez le père. Hein. Le père les a repris. Oui, alors, le père, heureusement. ce matin, il lui annonce à l'hôpital qu'il ne lui rendrait pas les enfants et qu'il ne lui rendrait pas la petite dernière, sa petite cerise. Enfin, j'appelle cerise parce que ça s'appelle Cléante, mais c'est pas du tout... mais c'est son petit gars... Comme elle dit, c'est le cerise sur le gâteau. Elle est mignonne, cette petite. Elle a 4 ans. Il veut pas lui rendre. Oui, non, mais attendez, mais enfin, bon, d'abord, c'est complètement, c'est d'une cruauté sans nom. Ah oui. Alors que, oui, c'est même au-delà. Alors que votre fille est hospitalisée, qu'elle a voulu mettre fin à ses jours, qu'elle est dans un état certainement d'épuisement physique et moral, d'aller d'avoir la cruauté de lui dire maintenant, en gros, la petite, tu ne la reverras pas. Je suis désolée, hein, il faut, elle est, de toute façon, on va la rassurer, il est pas au-dessus des lois, cet homme-là, hein, c'est pas lui qui décide. Il y a derrière, ils se sont séparés, il y a eu des problèmes de violence dans le couple. Vous savez, quand votre fille va s'être un peu retapée physiquement et moralement, elle va tout à fait pouvoir avoir sa petite fille avec elle. C'est pas parce que à un moment elle a eu c'est même pas le désir d'en finir avec la vie, c'est qu'à un moment elle était épuisée et n'importe quel magistrat pourra comprendre que votre fille, elle n'en pouvait plus et qu'elle a besoin d'aide et de soutien, et que pour autant ça fait pas d'elle une mère indigne et une mère maltraitante et une mère à qui il faut retirer la garde de ses enfants. Ah donc, non, surtout qu'ils n'ont jamais été mais évidemment. Donc mais d'ailleurs je sais pas comment elle a pu avoir l'information, puisque vous me dites que vous voyez, du coup on les isole dans ces cas-là. Comment il a pu avoir un contact avec votre fille? Ma fille avait son portable. Oui, mais voyez, comme quoi. Là, ils l'ont pris ce soir. Bien sûr. Oui, mais tout ça. Alors, c'est vrai que pour les familles, souvent, c'est douloureux, hein, évidemment, mais alors ça dépend. Évidemment, chaque situation est différente, mais c'est souvent, c'est fait. C'est pas souvent d'ailleurs. C'est fait pour protéger la personne, parce que il peut y avoir évidemment majoritairement des appels bienveillants. Mais il peut aussi se glisser des appels malveillants, ou à travers des appels qui se veulent bienveillants, des choses qui peuvent être finalement maladroits, difficiles, ou qui, dans un état d'extrême vulnérabilité, vont être mal interprétées.
Tout à fait. Bon, votre fille, là, pour le moment, Monique, elle est hospitalisée. On va prendre soin d'elle. Les services, c'est finalement... Vous voyez, on l'a pas la laissé repartir. Parfois, quelqu'un qui vient, malheureusement, vu l'état de l'hôpital, il arrive que des personnes qui fassent une tentative de suicide, elles arrivent à l'hôpital, on fait un lavage d'estomac, elles repartent. Hein. C'est terrible, mais alors qu'on sait qu'il peut y avoir des risques de récidive et que toute tentative de suicide, même celle qui ne paraît pas gravissime, est à prendre en considération. Et devrait nécessiter un suivi. Mais malheureusement, ils n'ont pas toujours la possibilité, les moyens humains et surtout les moyens matériels de mettre en place. C'est pas qu'ils n'ont pas conscience de dangers qu'il y a derrière, c'est qu'ils ne peuvent pas, les équipes médicales, les équipes soignantes. Donc là, ils ont bien vu qu'il y avait une notion quand même de danger à prendre en considération. Elle est hospitalisée et certainement, compte tenu de sa situation personnelle et de sa situation familiale, ils vont faire venir l'assistante sociale de l'hôpital, on va lui proposer un soutien psychologique. Peut-être que finalement, malheureusement, il a fallu ce geste extrême pour que quelque chose bouge. Mais elle me l'a dit, maman, c'est un appel au secours. Ah ben comment ? Bien sûr, oui. C'est un appel au secours. Oui, ben oui, bien sûr, oui. Alors là, pour l'instant, elle n'a pas de visite, parce que c'est interdit. Là, ça y est, ils ont interdit les visites, et ils ont interdit le téléphone. Oui, mais ce qui est mieux, elle a avant tout besoin de se reposer, là. Oui, mais elle était très, très, très fatiguée. D'ailleurs, elle a voulu entamer une grève de la faim. Ben oui, ce qui ne l'aurait pas arrangé, hein. Elle a au contraire besoin de pouvoir se nourrir. Enfin, si elle est très épuisée, c'est compliqué, mais enfin, non, c'est certainement pas ce qu'il y a à faire. Il faut au contraire qu'elle soit bien prise en main. Elle travaille, votre fille ? Ah non, elle a travaillé. Oui. Elle a travaillé 15 ans. Oui. Elle a travaillé 15 ans. Elle est arrêtée. Oh, mais non, avec 14 enfants, on ne travaille plus. C'est ce que, oui. Non, mais comme vous m'avez dit, là, il lui reste 5 enfants. Déjà, même avec 5 enfants, enfin, c'est déjà 5 enfants, c'est une famille nombreuse. Donc oui, déjà, être mère de 5 enfants, je vois pas. C'est pour ça que je vous posais la question. Déjà, on est dans des familles nombreuses, donc oui. Il y a souvent des grands qui arrivent pour la voir, qui restent là, qui mangent, qui s'en vont le lendemain. Vous savez, ça va et vient quand même quand il y a une grande famille. Et au niveau de... Vous avez, d'autres enfants, Monique ? Moi, j'ai 2 enfants, garçon et fille. Un garçon et une fille. Oui. Et un garçon et un fils qui est dans le sud. Ah oui. Moi, d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis rapprochée un petit peu de mon fils. Oui. Oui, donc elle est assez seule, finalement, en région parisienne. Elle est toute seule. Elle est toute seule. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'elle a décidé de venir vivre là ? Parce que elle habite, ses enfants sont quand même, les grands sont en Seine-et-Marne. Il y en a quand même 4-5 qui travaillent. Oui. Donc tous les plus grands travaillent quand même. Oui, donc ses enfants, enfin la famille qu'elle s'est construite est là. Voilà. Oui. Ils sont tous sur Paris, enfin disons, il n'y en a que 2 ou 3 sur Paris, mais c'est autrement, les autres sont sur la Seine-et-Marne. Oui, mais finalement, elle est assez seule. Elle est toute seule. Oui. Elle est toute seule. Ça, c'est très lourd, je trouve. Elle a personne. Oui, mais ça, c'est très lourd, je trouve, parce que... il faut qu'elle se débatte toute seule pour tout. Et c'est ça que je trouve que son mari, qui est toujours, quand même, ils ont toujours des relations pour les enfants, quand même. Ils ont toujours des relations de, plus ou moins, des fois, ça se dispute au téléphone, mais bon, il est là, quand même. Il est présent. Quand elle a besoin de lui, pour prendre les enfants, il les prend sans problème. Il vient les chercher ou elle va les emmener, il n'y a aucun problème. Il a toujours pris les enfants quand elle a eu besoin. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais seulement, il est très très difficile, très dur. Il l'aide pas. Il l'aide pas. Il l'aide pas. Peut-être que là, on va proposer après une maison de convalescence à votre fille, un peu qu'elle soit hospitalisée, enfin, vous voyez, dans un endroit à sa sortie. Qu'elle sorte pas de l'hôpital pour rentrer chez elle. Surtout que là, elle a manqué de perdre son foie. Parce que je savais pas que le paracétamol, c'est très mauvais pour le foie. Oui.
Ah bah si, c'est parce que ça a l'air d'être comme ça très bénin, alors que en fait ça peut complètement, bien sûr, détruire le foie. Oui. Non, mais c'est bien sûr, on prend ça pour faire baisser la fièvre, des choses comme ça, mais bon, enfin, on va pas d'ailleurs dire, puisqu'on ne donne pas, on va pas parler, on va pas donner des indications. Bien sûr que c'est peut être le foie, si vous voulez, c'est lui qui absorbe toutes les toxines, hein, donc si à un moment on lui en donne en trop grosse quantité, il peut plus et ça le détruit. Hein. Alors ce que je voulais ce soir, s'il y avait des gens qui vraiment pour lui remonter le moral, du courrier, même lui écrire une petite lettre. Pour Monique, facile. Monique, écoutez, je me permets, je crois pas que. Je vais vous dire là ce que j'en pense. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Ah d'accord. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce que en fait, votre fille, elle a besoin d'une aide de personnes un peu qui vont l'entourer, mais qui vont s'occuper d'elle, qui vont la prendre elle en considération. Recevoir des cartes, recevoir du courrier, c'est au fond, elle va recevoir comme ça sur le moment, des petits mots qui certes peuvent lui faire chaud au cœur sur le moment, mais de personnes qu'elle ne connaît pas et avec qui elle a aucun lien. Et parmi ces petits mots, il y a aussi des personnes qui, là aussi, croyant bien faire, peuvent raconter leur histoire et finalement raconter à travers leur histoire leurs problèmes, leurs difficultés d'être, leurs souffrances. Et votre fille, elle n'a pas besoin de ça. Oui, j'avais pas pensé à ça. Ben, c'est pour ça que j'y pense pour vous. Ah oui, ça c'est gentil. J'avais pas pensé du tout. Parce que votre fille, elle a suffisamment de poids sur les épaules pour ne pas être accablée par ceux des autres. Donc c'est un peu, si vous voulez, artificiel. Elle a besoin de ses proches, de l'entourage, et on voit que vous êtes extrêmement bienveillante, très aimante, et que vous faites beaucoup de soucis par rapport à elle. Mais après, elle va être prise en charge par une équipe soignante. Mais recevoir des cartes finalement d'inconnus, vous savez, au fond, quel sens ça peut avoir sur le moyen et sur le long terme. Merci Caroline d'y avoir pensé à ça. Je vais vous lire quelques réactions qui arrivent pour vous. Il y a Nino qui dit effectivement ça doit être impossible de joindre les deux bouts avec 14 enfants à moins de se dédoubler voire plus. Il y a Jackie qui dit je suis moi-même d'une famille de 14 enfants, de 14 enfants. C'est vrai, cela est difficile à tous les niveaux. Courage à votre fille. Et puis Coco dit vous savez, l'assistante sociale pourra la rassurer sur le fait que cet homme a pas le droit de garder la petite fille. Il y a Pascal qui dit pourquoi ne pas essayer de rapprocher votre fille de chez vous et de son frère dans le Midi. Bon, alors en même temps, ça sera la décision de votre fille à un moment. Et puis il y a le subversif qui intervient à un autre niveau et qui est important parce qu'il dit dans cette histoire, dans l'histoire de votre fille que vous nous racontez avec ou petite fille, un médecin lui dit par rapport à un souffle au cœur, elle avait 8 ans, il dit toi, tu ne pourras jamais avoir d'enfant. Et finalement, vous dites, alors que vous avez eu 2 enfants, Monique, vous avez 70 ans, vous avez eu 2 enfants. Parce que, je vais vous lire, il y a un message qui dit, pardonnez-moi Monique, mais il y a quelqu'un qui dit, oui, enfin, moi je comprends pas, la contraception existe, pourquoi la plaindre, bon. Eh bien, je vais lire la réponse du subversif qui finalement répond, il a les mots pour cela, parce que à travers la stigmatisation, finalement, ça illustre par l'absurde ce cas de cruellement pernicieuse, la stigmatisation infantile, de plus en plus en vogue de nos jours. Parce que lorsqu'on catalogue un enfant, on bafoue l'essence même de l'enfant. Le principe d'hyperplasticité, le fait qu'un enfant est en évolution constante,
et je dirais heureusement que ce médecin n'exerce plus, par bonheur, mais il y en a d'autres qui exercent toujours. Et puis, on nous prévoit des projets où on veut, comme ça, repérer très tôt des troubles de comportement chez l'enfant, chez les petits-enfants qui ont 2-3 ans. Oubliant par là que l'enfant, par définition, effectivement, est un être en développement. Donc, gare à la stigmatisation, on voit parfois ce que cela peut donner. Et sur des paroles, parce que les paroles de ce médecin, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit le subversif à ce sujet-là, c'est que les paroles, ce que ça peut avoir comme conséquence sur un enfant. Quand on dit à une petite fille, en gros, eh bien qu'elle ne pourra jamais donner la vie. Ah oui. Parce que vous d'une famille à 70 ans, vous avez eu 2 enfants, et votre fille, finalement, il y a quelque chose de très réactionnel, là. Votre fille, qui a 40 et quelques années, a 14 enfants. Ça pose question. Bon. Bien sûr. En tout cas, dites-vous qu'elle est entre de bonnes mains, et peut-être elle pourra venir un peu se reposer chez vous. Peut-être qu'on va lui proposer une maison de convalescence. Et puis, vous pourrez nous rappeler pour nous donner de ces nouvelles. D'accord ? En tout cas, merci Caroline. Mais je vous en prie. Avec vous pour m'aider un petit peu moralement. Mais vous savez que faire, si ce n'est vous proposer mon écoute. Hein. Oui, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Faut pas croire. En tout cas, merci. Et puis, encore bon anniversaire. Un peu tard, mais... Non. Je vous embrasse, Monique. Au revoir. Merci. Moi aussi. Au revoir, Caroline. Au revoir. Merci. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Un message de Grégory qui dit, j'avoue, c'est vrai, être un peu choqué d'entendre qu'une femme puisse encore avoir de nos jours 14 enfants, devoir donner autant d'amour, être responsable d'autant de vies. Cela doit être extrêmement pesant. J'imagine à quel point elle doit se sentir mal. Quoique non, je crois qu'il est difficile d'imaginer à quel point elle est épuisée. Elle aura besoin à son tour de beaucoup d'amour, dont celui de ses enfants, pour lui donner la force de poursuivre. Et puis Amanda de Corse qui embrasse Monique et qui embrasse aussi très fort sa fille qui a beaucoup de pensées affectueuses pour elle. Bonsoir Valérie. Bonsoir Caroline. Je suis très touchée par tout ce que je viens d'entendre et bon, moi j'ai un petit cas vraiment pas très important à côté de Monique. Mais ne vous inquiétez pas Valérie, vous savez c'est une libre antenne donc c'est vrai que il y a des témoignages qui se suivent, qui ne se ressemblent pas d'ailleurs évidemment, mais on alterne des témoignages parfois plus poignants avec des témoignages plus plus légers, oui. Voilà, et c'est aussi très bien comme cela, parce que pour celles et ceux qui nous écoutent, si on avait parfois que des témoignages poignants pendant 2 heures tous les soirs de la semaine, on serait à bout de souffle. C'est sûr. Alors moi, je vais vous parler de mon cas qui en fait a mis du temps à m'interpeller. Oui. Parce que les choses se font en général petit à petit. Et puis un jour, on s'interroge et on se dit mais comment j'en suis arrivée là en fait. Donc je connais quelqu'un dans ma société. Un collègue de travail que je vois que je voyais épisodiquement. Oui. Et notre relation s'est resserrée amicalement depuis 2 ans. Et plus particulièrement encore cette année. Et c'est quelqu'un qui m'implique totalement dans sa vie, personnelle, privée, familiale. Il m'appelle souvent, il vient me voir dans mon bureau. On partage beaucoup de choses ensemble. Et
les gens qui nous verraient à l'extérieur pourraient peut-être penser que nous sommes un couple. On nous a souvent pris pour un couple. Oui. Mais il n'a jamais fait aucune tentative auprès de moi. Et donc la situation actuelle me convient d'une certaine mesure parce que j'ai un ami super. Mais je m'interroge et je me demande s'il faut que je continue comme ça ou si je mette un peu d'espace dans cette relation parce que je suis en train de me prendre un petit peu à ce jeu-là. Et c'est quelqu'un pour lequel j'ai des sentiments. Et oui, c'est ça. C'est Voilà. qu'il vous plaît. Oui. Il vous plaît et au-delà même. Vous Vous avez des sentiments amoureux pour lui. Je pense. Oui, enfin, oui. Que on est complètement en phase. Intellectuellement surtout. Vraiment, j'ai déjà eu des personnes dans ma vie, j'ai déjà partagé la vie de plusieurs hommes, et là, j'avoue que bien que ce soit quelqu'un complètement différent des hommes qui m'attirent habituellement, celui-là, il me plaît bien. Et c'est bien parce que vous avez. ça fait combien de temps que vous vous côtoyez? Ça fait déjà 3 ans. On se connaît, on travaille dans la même société depuis 7 ans. Oui. Et depuis 2 ans, on se voit beaucoup. On fait partie d'une même bande d'amis aussi. Ah oui, d'accord. Et on se voit aussi tous les deux en dehors. On ne se voit pas toujours dans la bande d'amis. On sort beaucoup ensemble. On garde aussi une partie comme ça. Beaucoup de non-dits. On ne parle pas. Alors, à la fois, ils se racontent et à la fois, on ne parle pas de nos sentiments de l'un vis-à-vis de l'autre. Mais je sais qu'il est très attaché à moi. Je le sais. Et il connaît donc votre vie aussi privée. Il sait que vous n'avez actuellement pas d'homme dans votre vie. Oui, donc c'est pas ça qui l'arrête, parce que vous m'avez dit que lui se confiait par rapport à sa vie. Oui, il confie. Mais vous aussi, vous parlez de vous. Il y a une intimité ou. Alors comment dire. Vous ne lui parlez pas de vos sentiments, ça j'ai compris. Mais est-ce que vous parlez un peu de votre vie, éventuellement de peut-être que. J'ai beaucoup de mal à parler de mon ressenti en fait. Oui. De temps en temps, je lui parle de mes projets, de ce que j'aimerais faire, des choses comme ça. Mais il connaît ma vie aussi, hein, il sait avec qui j'ai vécu. Enfin, on s'est raconté comme ça, mais lui se raconte bien plus. Bien plus. Il me fait complètement partager sa vie passée, présente, ses projets, son quotidien. Il se passe quelque chose chez lui, il m'appelle pour me le faire partager. Je connais sa famille. Il m'a inclus dans des fêtes de famille dans lesquelles je pensais que je n'avais pas ma place. Mais parce que je garde toujours une certaine distance, mais j'y vais quand même. Pourquoi cette distance ? Pourquoi cette distance ? Parce que j'ai l'impression... s'il y avait quelque chose entre nous, je le ferais volontiers, mais je trouve que... Mais il faut faudrait peut-être que ça démarre, Valérie. Ben oui. Et peut-être qu'il faudrait que ça démarre. Il va peut-être falloir qu'il y en ait un, qui parte à l'attaque, là. Est-ce que, justement, quand vous vous retrouvez tous les deux, ça se passe comment ? Vous vous retrouvez où, déjà ? N'importe où, chez lui, chez moi. Alors justement, quand ça se passe chez lui, chez vous, qu'est-ce que c'est ? C'est pizza sur le coin de la table ? C'est tout. Ça peut être partager un repas comme ça au dernier moment. Ça peut être un peu plus élaboré. Ça peut être vraiment tout, quoi. Et on discute beaucoup. Parce que je vous pose la question, parce que quand on a cette relation à un moment avec un homme qui est faite de proximité, de complicité, de partage, de fou rire, c'est vrai que la seule barrière qui reste à franchir, c'est celle de l'intimité physique. Oui. Et du coup, parfois, l'un comme l'autre, on peut être très inhibé.
Je pense qu'il y a de ça. Hein, parce que au fond, on s'autorise tout, sauf ce passage à l'acte-là. Alors après, pourquoi ? Mais bon, si après tout, cet homme vous plaît, vous avez quand même les moyens à votre disposition de... Alors, je vous dis pas de vous jeter sur lui tout de go dans une soirée, mais de sortir un peu de cette distance et de quand même tenter une approche, de voir un petit peu ce qu'il en est. Là, j'ai vu un changement s'opérer, en fait. Cet été, j'ai mis une grande distance, puisque je n'étais pas là de tout l'été. Et l'année dernière, c'était quelque chose qui me perturbait comme relation. Et donc, ayant pris de la distance pendant les vacances, j'ai été beaucoup plus désinvolte. Au retour des vacances d'été, vraiment, je m'étais libérée un peu de ça. Et depuis que je me suis, moi, libérée de ça, il est beaucoup plus après moi. Ça, c'est clair. Il a vu que je prenais un peu de distance par rapport à ça, et je pense qu'on est complètement dans un jeu. Voilà, donc j'avais pris cette décision de mettre de la distance pour que ça me perturbe moins. Donc rester vraiment sur une relation complètement amicale qui est très agréable. Et là, il est bien plus présent. Mais surprenez-le un peu, même dans votre façon d'être. C'est-à-dire que si à un moment vous provoquez un dîner, parce qu'il faut que ça soit quand même dans un moment d'intimité, hein, quand ça soit que ce soit chez vous, chez lui, ou plutôt chez vous d'ailleurs. Vous êtes sur votre territoire, mais à ce moment-là, que ce soir-là, vous soyez pas habillé comme vous l'êtes habituellement. Attention, je vous dis pas de sortir le grand jeu, voyez, non, mais le truc un peu ridicule, vous n'allez pas l'accueillir, j'ai pas besoin de vous le dire, en déshabillé vaporeux, le truc, il va dire, elle pète un câble. Non, je pourrais ne plus jamais le revoir. Ah, ça, vous n'en savez rien. Ça peut être le début d'une grande histoire d'amour, vous n'en savez rien, ou alors d'une soirée taurine, vous n'en savez rien. Non, mais ça peut virer au comique aussi. C'est vrai que verbalement, on est très très libre. Vous pouvez être pris tous les deux d'un fou rire. Oui. Et c'est pas génial dans ces moments-là, vous voyez, ça tue un peu le désir. Hein. Oui. Mais non, mais surprenez-le dans le sens où finalement, pour mettre en place du désir, parfois dans quelque chose qui s'installe dans d'une amitié amoureuse, quelque chose comme ça, pour que le désir, à un moment, il faut que le désir soit plus fort que la raison. Oui. Si vous êtes dans quelque chose où vous êtes bien ensemble, vous plaisez, il y a de la complicité, mais il va falloir qu'à un moment, le désir soit le plus fort. Ouais. Donc il faut lever un peu il faut lever les inhibitions. Ouais. Donc le désir, ça aime ça aime la nouveauté, ça aime vous voyez, le message du subversif qui dit un statu quo un peu trop platonique à votre goût, semble-t-il, un bon coup de pied dans la fourmilière, voilà ce qu'il vous faut. Il dit carrément, déclarez-vous. Ouais. En fait, je me rends compte que je suis quand même quelqu'un de très à l'aise, de très ouverte, etc. Mais en fait, je suis très timide. Et j'ai très très peur qu'il me dise non. Mais peut-être que lui aussi, il est timide, au fond. Peut-être aussi. Alors, il y a First Lisa, elle dit, est-ce qu'il serait pas homo ? Non. 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 Bon, alors déjà, on a éliminé ça. Non, mais parce qu'on va passer en revue tous les trucs. Bon. Alors il y a Emmanuel qui dit peut-être que vous n'agissez pas pour préserver une amitié. Bah oui, mais en même temps, après tout, écoutez, si vous avez vraiment une amitié, c'est ce que je vous dis, je vois pas en quoi ça la mettrait en péril, parce que vous allez pas vous jeter sur lui. Enfin, vous êtes suffisamment fine pour faire les choses. Mais dire vous pouvez tenter quelque chose après tout. Et alors ? Eh oui, et c'est là que ça coince. C'est là que je... Alors, il y a quelqu'un qui dit, vous savez, pour désinhiber, il n'y a rien que quelques coupes de chambre, ça désinhibe un peu. Il ajoute, trop boire nuit à la santé. Voilà. Ce message, on a déjà essayé. Alors, il supporte trop l'alcool, alors. C'est ça, il faut trouver le juste milieu. Voilà.
c'est que moi qui reste toujours bien. Non, je pense que effectivement, il y a chez vous une certaine timidité, il y a une peur du refus. Certes. Et puis cet homme, au fond, vous l'appréciez beaucoup. Au-delà, bon, vous avez des sentiments pour vous, mais vous l'appréciez aussi énormément. Donc vous avez peur de tout perdre. Oui. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'admire beaucoup et qui... Oui, alors ça met la barre haut. Oui. Parce que vous l'appréciez et vous l'admirez. Alors, waouh, ça fait quelle pression, hein, vous mettez. Tant qu'à faire. Vous mettez trop de pression, Valérie. Cet homme, en même temps, c'est aussi pour ça que vous êtes amoureuse de lui. C'est bien aussi. C'est vrai que souvent, quand on est amoureux, c'est parce qu'on a aussi de l'admiration. Oui. Mais justement, quand vous aurez une intimité, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas plus d'admiration, mais provoquer le désir un peu. Oui. Vous savez le faire. Vous l'avez déjà fait. Oui. Oui, pour ça, il faut que vous soyez moins, il faut que vous soyez moins inhibé. Oui. Voyez, c'est-à-dire finalement, il faut que, au fond, que ça vienne de vous, de moins jouer sur. Après tout, tant pis ses inhibitions à lui, mais il faut que vous vous sentiez un peu plus désinhibé. Et peut-être, justement, dans une prochaine soirée, ou je sais pas, prévoyez un week-end, un truc comme ça, ou quelque chose où vous allez vous sentir qui va vous permettre d'être vous moins inhibé, de dire après tout. Il s'était proposé à un moment donné de faire un truc et au dernier moment, il s'est désisté. Mais ça peut arriver. Oui. Et alors, vous l'avez mal vécu ? Non, parce que je comprends. Je comprenais ses obligations qui l'ont empêché de... Oui, c'est pas contre vous, c'est la preuve. Ouais. Ça fait 2 ans qu'il est là, que vous voyez très assidûment. Donc, il a pu... ça a rien à voir avec vous, ça. Ouais. Ah oui, une bonne question. Qu'en pensent vos amis communs ? Parce que peut-être que ceux de la bande, là... Alors, ceux de la bande, ne disent rien parce qu'en fait... Ils sont pas au courant ? Ils ne sont pas au courant. Ils sont pas au courant de vos sentiments ? Non, du tout. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait être quant à mes amis, à moi perso, à qui je raconte ça, me disent que je suis particulièrement tarte. Voilà, et que je devrais foncer. Et moi, je leur dis, je ne peux pas faire un truc comme ça. Je pense que c'est difficile pour moi C'est difficile. Et je suis encore... Parce que quand on a une relation comme ça amicale, je reste toujours... J'essaie de ne pas trop glisser dans l'amitié, la quotidienneté, le côté genre je vais chez toi en pantoufle presque. Je reste toujours dans le côté on est invité. On est... vous voyez ce que je veux dire ? Vous voulez dire, vous n'êtes pas dans une familiarité ? Je ne veux pas. Mais tant mieux. Mais attendez, il manquerait plus que vous alliez chez lui en pantoufle. Je veux dire... Ah, au secours, quoi. Ça ira pas avec la guêpière. Non. Oui. Allez-y en guêpière, oui. Guêpière et pantoufle, ça peut être drôle pour Noël. Mais non, mais c'est très bien ça. Non, pas trop de familiarité. Non. La distance peut être excitante, peut être érotisée, peut être. Mais elle est pas de cet ordre-là chez vous, la distance, Valérie. Elle est parce que il vous intimide. Parce qu'au fond, vous avez peur de vous lancer. Qu'est-ce que vous avez à perdre ? Vous ne le perdrez pas, cet homme. Ouais. Je pense qu'il vous apprécie. Et il apprécie votre compagnie. À la limite, il sera... Même si, au fond, pour X raisons, ça ne se fait pas. Vous ne vivez pas une aventure avec lui. Eh bien... évidemment, c'est jamais très agréable sur le moment, mais il y a des raisons qui lui seront personnelles, mais vous ne perdrez pas cet homme, je pense, en tant qu'ami, en tant que compagnon. Alors que là, vous perdez un peu à attendre, voyez, Oui, ça devient un peu difficile. Oui. Et puis un jeu m'interroge, vous voyez, c'est pour ça que je vous appelle, parce qu'au départ ça m'allait. Donc là-dedans. Oui, mais parce que je pense que vous avez peur. Je pense que vous avez peur de. Bon, c'est un peu d'une blessure en disant s'il me rejette, c'est que je lui plais pas et tout ça. Bon, alors qu'il peut y avoir plein d'autres raisons. Lui aussi peut avoir des peurs que vous ne connaissez pas. Oui, D'accord. Bon, je vais essayer de.
échafauder un plan. Pas trop. Et oui, et en même temps, plan et pas plan. Hein. Oui, non, vous je savez, comprends bien. Vous savez bien, ce qui marche le mieux souvent, c'est quand même un peu de spontanéité. Oui. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut un peu que vous lâchiez un peu prise. Oui, je pense. Hein? Je pense. Vous voyez, comme dit, quand vous avez un peu un moment été plus léger, plus distante, plus finalement, il est arrivé là en courant, hein. Enfin bon. Ouais. Alors après, vous savez, il y a dans la séduction une façon quand même, on reste dans l'éternelle séduction, hein, des regards, des sourires, bon, il y a des choses comme ça. Vous savez faire, vous le savez, Valérie. Très bien. Mais je le sais, mais oui. Donc bon, c'est un homme, voilà. Allez-y. Bon. Je vais mettre ma bénédiction. Merci beaucoup. Merci celle des auditeurs. Merci de me rassurer. Et puis, vous me tenez au courant, hein, si ça marche. Et puis même si ça marche pas, je vous consolerai. On vous consolera. D'accord? Je vous remercie et je vous embrasse. Allez, merci moi aussi, beaucoup. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Alors, il y a Emmanuel qui dit, moi j'entretiens une amitié depuis 10 ans. Emmanuel qui est un homme, hein, j'entretiens une amitié depuis 10 ans. Je ne franchirai jamais cette barrière. Oui, mais là c'est très différent. Après, bien sûr que on peut mettre un point d'honneur et il y a des amitiés comme ça, hommes-femmes. On en parlait il y a justement quelques soirs où il y a les choses sont très claires où on est amis et il n'y a pas, on ne s'autorise pas cela. Il n'y a pas d'ambiguïté. Tout est très bien comme ça. Là, ce qui est différent, c'est que Valérie nous expliquait qu'elle a des sentiments amoureux pour cet homme. Pourquoi ne s'autoriserait-elle pas à tenter sa chance? Hein, c'est elle en a le droit après tout. Et puis Ninou qui dit la distance comme piment, d'accord, mais pour construire une relation, ne faut-il pas à un moment accepter de se dévoiler? Alors oui, ils en sont pas à construire une relation, ils en sont à essayer la relation, elle est construite finalement. Mais là, il faudra un déclic pour passer à un autre niveau de relation. C'est ça. Il faut qu'il y ait une autre forme de désir qui entre en jeu. Et puis Coco qui dit oh là là, alors moi j'ai du souci à me faire alors en matière de séduction parce que moi je suis plutôt polaire et pyjama pilou. Oui hein Coco. Il va falloir que je vous relook là hein, parce que effectivement la polaire et le pilou il y a des amateurs hein certainement mais alors il y a Razika elle est romantique qui dit pourquoi ne pas lui écrire un poème. Allez, on va accueillir juste le temps de présenter Nelly. Bonsoir Nelly. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Nelly, vous êtes en arrêt de travail hein, actuellement. Oui. Alors actuellement, j'écoute plus vos témoignages dans mes insomnies parce qu'avant je suis infirmière, je vous écoutais beaucoup en travaillant de nuit. D'accord. Donc, voilà, vous êtes compagne. Oui, vous travaillez. Vous travaillez dans quel service ? Je travaille dans un service de gynécologie en fait de nuit, donc un service de chirurgie, c'est un service assez actif. Oui. Et aussi, je fais aussi la traumato un petit peu. Donc, d'accord. C'est assez varié. Alors Nelly, vous ne bougez pas ? Non, je bouge pas. On se retrouve dans quelques minutes après le journal. Plaisir, merci. À tout de suite. À tout de suite. Moins d'une heure, vous retrouverez Taratata avec Nagui. Mais pour l'heure, nous sommes ensemble jusqu'à 1h. La ligne est ouverte au 39 21. Place à
tous vos témoignages, à tous vos appels, et vous pouvez également nous faire parvenir vos messages au 7 21 21 en commençant votre message par le mot nuit. Vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr. Merci infiniment pour tous vos messages d'anniversaire qui arrivent encore très très nombreux. Je peux pas tous vous citer parce que je passerai l'heure à cela et la priorité c'est de vous donner la parole. Mais sachez que je suis infiniment touchée par tous vos témoignages d'affection. On va retrouver Nelly. Oui, comme je vous disais juste avant, moi je vous écoute beaucoup, notamment quand je travaille de nuit, et c'est souvent le moment où j'ai des fois une petite pause entre deux sonnettes ou entre la préparation des médicaments. C'est vrai que vous m'accompagnez notamment parce que je suis seule dans mon service, et je trouve que c'est vraiment très rassurant d'écouter la radio. Vous êtes seule la nuit Ah oui, je suis toute seule dans cette de chirurgie. Seule, et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle, à un moment donné, ça peut craquer, je crois. Vous êtes seule avec combien de patientes? Alors, au meilleur des cas, j'ai 25 patients. Et des patients qui en sont opérés, en fait. Donc, oui, on fait qu'on court beaucoup. Oui, mais oui, c'est ça. Depuis quelques années. En fait, j'ai la chance aussi de pouvoir faire 6 mois dans l'année, de faire de la formation. Et ça, j'adore ça. Donc, 6 mois de l'année, je fais de la formation et je m'occupe d'élèves et de soignants, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Oui. Et en attendant qu'un poste se crée et se libère, je fais donc 6 mois, j'accompagne une demi-promotion, et 6 mois, je reprends un travail de nuit, parce que j'ai commencé à travailler dans cette clinique il y a 4 ans, et c'est vrai que le travail de nuit, c'est aussi un travail très particulier, où il faut être beaucoup à l'écoute. Et oui. Notamment, lorsque je suis en gynéco, c'est des femmes qui sont vraiment beaucoup touchées dans leur féminité, il y a une énorme douleur, et je trouve que la nuit, pour moi, c'était un choix au départ, et je m'aperçois que, c'est pas un choix anodin non plus. Donc ça correspond aussi à... Il y a beaucoup d'angoisse la nuit, et puis comme vous dites, ce sont des patientes qui déjà sont ensuite post-opératoires, donc il y a de la douleur, vous êtes là, et puis il y a de la douleur et physique et morale. Ah oui, et puis avec des interventions lourdes, je veux dire, moi en gynécologie, c'est quand même la cancérologie principalement, donc avec des mutilations du corps qui se voient. Je pense notamment à toutes les personnes qui sont opérées du sein, d'un sein, avec toutes les questions que ça pose. Ou alors il y a des choses plus anodines comme, une hystérectomie. Vous allez me dire, c'est pas anodin, mais... C'est pas anodin, oui. C'est pas anodin, mais moi je trouve qu'une hystérectomie, il faut aussi pouvoir écouter tout l'angoisse qui est sous-jacente. Oh, combien Et moi, je suis passée par là il y a 3 ans aussi. Je me dis que quelque part, le fait d'avoir vécu ça, je trouve que des fois, ça peut être aussi aidant de l'écouter, ces femmes. Oui. Voilà. Alors moi, oui, vous disiez c'est pour ça que ça craque, oui. Alors ça craque. Oui, moi, en fait, quand j'ai appelé ce soir, je me disais quel est le sens, pourquoi mon corps en ce moment est en train de craquer, de s'effilocher. Donc j'ai 47 ans, j'ai pas l'impression d'être qu'un cochine. Oh non. Non. J'ai l'impression d'avoir une éducation. Vous savez, il fallait, on s'arrête pas pour un petit rhume. Je sais pas si on doit s'arrêter, c'est vraiment pour des choses sérieuses. Alors, et j'ai l'impression depuis 3 ans, il y a 3 ans, je suis une hystérectomie. Après, j'ai eu une intervention, j'ai travaillé 6 mois avec une fissure du ménisque, mais ça m'a pas empêché de travailler. Et là, en fait, je me retrouve avec une accident de travail, et j'ai l'impression que là, c'est le truc, c'est terrible parce que j'ai une hernie discale cervicale. Donc, j'explique ce que c'est. Donc, comme je suis seule, il y a à peu près un peu plus d'1 mois, en aidant à repousser une personne très algique qui avait très très mal. Elle s'est accrochée à mon cou. Et pourtant, je fais de la manutention. Je suis tellement formatrice en manutention, donc je sais a priori comment faire. Mais là, c'était elle était allergique, elle s'est accrochée à mon cou. Pour éviter qu'elle tombe, c'est moi qui l'ai portée et je l'ai recouchée. Et en fait, je me suis fait mal au dos en me disant, vous voyez, c'est des douleurs qu'on ressent souvent quand on travaille auprès des patients. Et puis voilà, donc au bout d'un moment, j'avais mal au dos, surtout mal au niveau des cervicales. Je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a dit, bon, écoutez, anti-inflammatoire, ça doit être musculaire, ça va passer. Donc, voilà, je continue à travailler, ça allait pas, ça ne passait pas. Il m'a dit, il faudrait peut-être passer un examen. J'ai passé un scanner et en fait, au moment du scanner, on s'est aperçu que j'avais donc une hernie discale
en C7, C6, donc c'est assez haut. Et moi, donc le médecin qui m'a fait l'examen m'a dit ça, et je ne l'ai pas entendu. C'est quand même assez fou, quand même. Hein. C'est comme si... Alors, il disait, il n'y a pas d'hernie cervicale en C5, C6, mais il y en a une en C7, et je ne l'entendais pas. Donc, je dis, bon, alors, ça va passer. Il me dit, écoutez, oui, il faut aller voir votre médecin traitant. Je peux continuer à travailler. Il dit, c'est pas moi qui décide. Et le soir même, j'ai continué à travailler en me disant, mais non, c'est rien. Et c'est là où ça me choque vraiment, parce que c'est comme si je n'écoutais pas un corps qui est en train de souffrir et qui craque de partout. Donc, en fait, le truc, c'est que je m'étais engagée à retourner aider mes collègues à l'école d'aide-soignants de la clinique où je travaille pour corriger un module. Et en fait, il fallait absolument que je tienne encore 3 nuits. Et en fait, les 3 nuits, j'ai pas pu les faire. J'en ai fait une. Et le lendemain matin, j'étais à ramasser la petite cuillère. Enfin, quand je dis ramasser la petite cuillère, j'étais vraiment super algique, avec des douleurs de désinférentation. C'est quand on a vraiment très mal, on a un engourdissement du bras, on a des douleurs électriques. D'accord. Donc j'ai dit là, ça peut pas durer. Donc, et en fait, j'ai appelé le médecin traitant en plein week-end, et je me suis sentie mais comme si je défaillais, en fait. Ça, c'était horrible de sentir ça, quoi. Enfin, comme si je n'arrivais pas au bout des objectifs que je m'étais fixés. C'est un peu terrible. Donc depuis 3 semaines, je suis arrêtée. J'ai été prolongée. Et en fait, j'en vois pas le bout, quoi. Je me dis, mais ça devrait passer. Ça passe pas. Et c'est un peu pénible. Alors, je me dis, quel est le sens dans tout ça? Est-ce que vraiment, en ce moment, c'est mon travail? Est-ce que, au-delà de ces douleurs physiques, est-ce que c'est autre chose? Vous savez, en avoir plein le dos, mais alors là, physiquement, il y a quelque chose. C'est pas simplement en avoir plein le dos, en fait. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de faire? Oui, je comprends très bien. Oui. Et en fait, je me dis, moi, je passe ma vie. Enfin, pour moi, la douleur, c'est quelque chose qui est vraiment importante pour moi. Et je supporte pas d'être comme je suis actuellement. C'est terrible. Mais le paradoxe, c'est que vous prenez en charge celle des autres, vous vous occupez de celle des autres, et vous êtes sourde à la vôtre. Oui, alors, en fait, oui, c'est ça. Mais oui, parce que certes, il y a une part physique, une dimension physique à tout cela, qu'il ne faut pas nier. Vous avez un travail physique. Oui, j'ai un travail physique. Vous avez un travail très physique. Mais pas uniquement. Mais pas uniquement, exactement. Et alors après, moi, je me pose la question, je veux dire, c'est quand même fou. Alors, je crois que derrière tout ça, il y a énormément de peur pour moi. Parce que quand ça touche la colonne vertébrale, ça touche quand même quelque chose de, pour moi, essentiel. Et alors, c'est pas non plus un hasard, c'est que donc je suis une très vieille infirmière, ça fait 25 ans que je suis infirmière, j'ai quand même beaucoup roulé ma boeuf. J'ai travaillé notamment à Garches en rééducation fonctionnelle, donc je me suis occupée de beaucoup de paratétraplégiques. Donc c'est pas anodin non plus. Je partage ma vie depuis 25 ans avec quelqu'un qui est paraplégique, et je me dis, mais pourquoi moi maintenant ça casse? Enfin, c'est ça. Et c'est comme si cette usure depuis peut-être des années, ça arrivait à un point un paroxysme qui fait qu'en ce moment, mon corps me lâche. Et là, c'est fou. Et alors, ça aurait pu être, à mon avis, ça aurait pu être autre chose. Mais alors, je me dis peut-être que ma chance, c'est d'être en accident de travail et me dire, on t'autorise à rester chez toi pour que tu te reposes et que tu te refasses une santé. Et puis derrière ça, j'ai aussi très peur de, si ça passe pas, ça veut dire sans doute une analyse chirurgicale et peut-être autre chose. Enfin, j'espère pas jusque-là. En fait, je me dis, bon, peut-être que ça va. Je fais la politique de l'autruche. Moi, je crois que c'est ça. Oui, vous avez fait pendant un moment, la politique de l'autruche, tout en commençant à entendre, parce que il y a des peurs derrière très importantes. Alors, comme vous dites, ça porte sur la colonne vertébrale, symboliquement, c'est ce qui nous permet de tenir debout. Oui. Et mais c'est comme si je voulais plus plier. Enfin, je sais pas. Alors, vous n'en êtes pas à ce que ça casse, justement. Non, c'est pas cassé, mais c'est cassé, mais ça fait mal, quoi. Ça craque et ça fait mal. Oui, parce que votre corps est en train de vous dire qu'il souffre. Et en fait, quand je dis ça craque, excusez-moi, je me fais couper. Allez-y. Non, c'est pas ça, mais
je pense que c'est tellement contracturé, c'est tellement inflammatoire que quand par exemple, je tourne ma tête, ça craque. Vraiment, ça craque. J'entends, comme quand on fait claquer ses doigts, craquer ses doigts. Moi, j'ai l'impression que ma colonne craque. C'est très désagréable, en fait. Je me dis, mais oui, votre maintenant, c'est-à-dire que au fond, même non seulement vous la ressentez, vous la ressentez physiquement, mais vous l'entendez. Hein. C'est comme si à un moment, pendant tellement longtemps, vous ne pouviez pas entendre les messages au fond que vous adressez votre corps quand il n'en pouvait plus. Oui. Et là, il envoie les messages de souffrance au maximum. Hein. Il se fait entendre à tous les sens du terme. Et dans un sens, comme vous dites, tant mieux. Oui, en fait. En fait, vous l'avez dit justement, j'ai un travail physique. J'ai pas qu'un travail d'écoute. Oui. J'ai un travail où je suis obligée d'accompagner des gens. J'installe des personnes. Je suis aussi obligée de les mobiliser parce qu'elles ont besoin d'aide. Et par exemple, face à mon médecin traitant qui me disait mais vous n'avez pas déclaré votre accident de travail, je dis non parce que pour moi c'était pas si grave que ça. Donc on a rattrapé heureusement parce que franchement ça aurait été un peu dommage. Et il me disait bon moi je veux bien que vous travailliez mais vous ne soulevez pas, mais c'est impossible si vous voulez. Et j'ai dit mais oui. En fait je voulais surtout pas avoir ce statut de malade. C'est fou, enfin malade. Et ça m'interpelle vraiment. Oui. Mais c'est-à-dire que entre être malade et être en souffrance, c'est-à-dire que votre corps souffre. Oui. Justement, pour ne pas devenir malade, il est important d'entendre qu'il souffre et de le mettre au repos et de vous mettre au repos. Et maintenant, ce qui m'embête un petit peu, c'est que la semaine prochaine, je suis invitée à un mariage, le mariage de mon beau-frère et de ma belle-sœur. Ça veut dire 500 km aller, 500 km retour. Je crois que je suis incapable de le faire et je suis incapable de dire non, en fait. Alors, je ne sais pas quoi faire. Je me dis, est-ce que c'est raisonnable de faire 500 km de voiture, de faire... vu ce que vous dites, vu l'état que vous décrivez, ça paraît... Qu'en dit votre médecin ? Je vais lui poser la question. Oui, que je le revoie, posez-lui la question. Et surtout, je fais un examen plus approfondi, ça s'appelle un électromyogramme mardi. Je pense que c'est le spécialiste qui dira oui ou non. Parce que là, je ne suis pas médecin, mais je veux dire, avec la voiture, c'est ce qu'il y a de pire pour le tassement. Je pense que c'est pas très... écoutez, non, je ne suis pas médecin, mais pour c'est 500 km en voiture à l'aller et 500 au retour. Oui. Alors à ce moment-là, le train serait déjà plus approprié. Je pensais à partir en train. Oui, si vous deviez partir le train ou s'il y a possibilité d'un avion ou quelque chose comme ça. Mais la voiture, c'est ce qu'il y a de pire pour tasser si vous avez une... Je ne conduis pas. En fait, c'est même pas le fait de conduire. Il y a le fait de conduire, il y a la fatigue évidemment qui vient se surajouter. Mais c'est la route. C'est le fait d'être, parlez-en à votre médecin, mais là je crois que c'est beaucoup trop. Là vous allez vous surajouter, vous allez avoir très mal là. Si c'est pour vous, même en prenant des anti-inflammatoires. Mais vous savez, vous avez dit quelque chose d'important. Vous dites que vous avez eu une éducation où il ne fallait surtout pas s'écouter. Oui. Vous avez été élevé dans cet esprit-là. Et en fait, j'ai vu l'exemple de mes parents qui ont l'impression que c'était il fallait y aller. Je sais pas comment on peut dire ça. Oui. C'est des personnes dur au mal. Dur au mal et en même temps, si vous voulez, moi j'ai toujours l'impression, c'est très présomptueux de ma part, mais j'ai l'impression que, vous savez, quand on chichite, quand on est un peu chichiteur, ça m'agace un petit peu, quoi. Alors que je peux tout à fait l'entendre pour mes enfants. J'ai 2 enfants. Je peux entendre ça, je sais pas, une fatigue, etc. Mais pour moi, c'est très difficile de me l'appliquer à moi. Oui, alors que vous travaillez, vous avez travaillé dans des services difficiles et où la douleur est au cœur de votre métier. Oui, et puis j'ai travaillé plus de 6 ans en unité de soins palliatifs, donc vous n'avez pas choisi les services les plus... Non, mais c'est pas non plus un choix par hasard. Oui. Je veux dire, c'est aussi... Mais c'est pour ça que je vous le dis. Oui, c'est pas par hasard. Oui, moi, je me dis que l'accompagnement, ça a été toujours le fil conducteur. Oui, et vous, Nelly, vous négligez.
Ça relève de la négligence, à ce niveau-là. Parce que Nelly, vous avez quand même, il y a 3 ans, eu une hystérectomie. Oui. Alors vous m'avez dit, oui, il y a des choses plus banales, une hystérectomie. Bon, écoutez, quand même une hystérectomie, c'est pas rien comme intervention. Il y a eu une fissure du ménix. Maintenant, vous en arrivez à ce problème-là. Oui. Vous avez un travail déjà de nuit. Vous êtes seul avec 25 patients. Des patients qui relèvent de soins très lourds, post-opératoires, des patients atteints, souffrant de cancer, où il y a à la fois une douleur physique, une douleur morale. Vous êtes seul à veiller sur eux, comme ça, la nuit, à prendre soin d'eux et de leur corps et de leur maux et de leur douleur morale. Et vous, vous prenez pas du tout soin de vous. Donc à un moment, votre corps, heureusement, vous pouvez pas, si vous voulez, votre corps, vous savez, à un moment, il nous envoie beaucoup de signaux. Oui. Au départ, ils sont très légers. Ils sont, alors chacun, on a tous des zones comme ça qui sont, chacun a une zone qui est plus sensible que d'autres. Certains, ça va être le dos, d'autres c'est le ventre, d'autres c'est la tête, d'autres ça va porter sur les yeux. Enfin, on a tous une zone plus vulnérable. Pourquoi ? Ça peut avoir un sens. Et puis il y a aussi des problèmes héréditaires. Il y a des problèmes. Bon. Donc au départ, il envoie des petits signaux. Et puis finalement, ça monte en puissance. Plus on est sourd, plus ça monte en puissance. Et puis j'ai envie de dire, avant que ça craque définitivement, et peut-être avant de basculer d'ailleurs dans la maladie ou dans l'intervention chirurgicale, eh bien, il faut pouvoir entendre et dire oui, ok, j'entends et je vais accorder du repos là. Mais en fait, j'ai l'impression aussi de me sentir coupable. Enfin, c'est fou quand même. Oui, mais c'est intéressant. De me sentir coupable. Je vais vous donner juste un exemple. J'ai dû appeler lundi matin ma responsable de service parce que pour lui dire que j'avais une prolongation de 15 jours. Je pense que pour certaines personnes, ça poserait pas de problème. On a un accident de travail, en plus et moi, j'étais en train de me dire, mais comment je vais tourner ça pour pour pas passer pour une tire au flanc, alors que de me culpabiliser de devoir rester à la maison, en fait. Mais c'est terrible, parce que franchement, personne n'est indispensable. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, je sais pas. Mais c'est pas très très logique, mon attitude. Elle n'est pas logique. Et puis, je pense que c'est le fait de se dire peut-être qu'on n'est plus capable de continuer comme ça, en fait. Ça, c'est sûr. Enfin, je crois que ça, c'est... Oui, mais moi je crois que cette culpabilité, elle remonte à très loin, Nelly. Mais bon, on va pas la creuser ce soir, parce que dans le choix, certainement que vous avez fait faire ce métier, de travailler dans les services dans lesquels vous avez travaillé, il y a eu toute une éducation derrière, et bon, vous êtes devenue soignante. Mais vous en êtes oublié. Il n'est pas trop tard pour vous occuper de vous, parce que comme vous le dites, justement, par rapport à là, on n'est pas au niveau encore de votre corps votre corps et vous, parce qu'il n'y a pas d'un côté le corps et d'un côté la tête, même si malheureusement en Occident on oublie trop ça. Il y a d'un côté le psychisme et de l'autre le corps. Et bon, en fait, c'est relié. Tout ça, quand on souffre moralement, souvent le corps aussi est en souffrance, et puis souvent, quand le corps souffre, ça rejaillit aussi sur notre mental. Donc tout est lié, mais on a trop souvent oublié ça notamment dans notre médecine occidentale. Donc il faut, je pense, vous écouter, c'est pas chouiner. Pour reprendre votre expression, vous voyez, c'est pas oh là là, bobo. Oui, chichiter. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. C'est vrai, le côté, on connaît tous, on reçoit, oh là là, j'ai un petit rhume, Bon. Non, mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que je minimise pas la douleur de mes patients ou de mes Mais j'entends bien.
Mais j'entends bien. Mais j'entends bien. De mes enfants ou de mon mari ou. Mais vous êtes vous êtes quelqu'un d'extrêmement très à l'écoute mais c'est souvent le grand problème des soignants, Nelly. C'est qu'ils savent très bien s'occuper des autres et très mal s'occuper d'eux-mêmes. Mais en fait, quand je dis ça, par exemple, là, si vous voulez, si ça continue comme ça, enfin, j'ai l'impression de quand même. Cette douleur qui est lancinante, etc., je comprends qu'on puisse devenir dépressif, dépressif. Parce bien que, sûr. Alors, c'est quelque chose que j'ai fait un début de soins palliatifs d'accompagnement, donc on parle beaucoup de la douleur morale, etc., donc ça me parle, ça me parle quand même. Oui. Et je disais, ça, c'est des douleurs importantes, vous savez, des douleurs qui perdurent, ça vous envahit quand même ça envahit ma vie, ça envahit mon corps, ça m'empêche de dormir, ça me réveille la nuit. J'ai l'impression d'être, même si je travaille de nuit, de dormir trop tard le matin, vous voyez, et le sommeil n'est pas réparateur de la même façon. D'avoir une sale tête, d'avoir les traits tirés, de devoir sourire, parce que je trouve que par exemple pour mes enfants, ils n'aiment pas me voir comme ça, parce que je leur donne l'image d'une maman forte, qui prend les choses à bras le corps et qui a toujours été un vaillant petit soldat. Et là, ce petit soldat il est en train de craquer, et en fait je dis 1, 2, 3, stop. Et en fait, ils ont beaucoup de mal à me voir comme ça, donc de leur dire il faut les débarrasser, il faut aller vider le coffre de la voiture parce que franchement les courses c'est pas à moi de les porter, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez le droit un peu, Nelly, je crois que j'ai le droit, oui. Il faut vous autoriser, vous donner le droit de, par moment, de pas aller bien et de craquer un peu. De craquer, oui. Et oui, peut-être qu'il faut vous autoriser à craquer. Est-ce que c'est le travail de nuit qui devient... Peut-être. Parce que c'est très lourd, en fait. Parce que je crois que c'est ça. Je pense que j'attends tellement mon passage à un travail de jour, à retrouver l'enseignement, en fait, qui me convient bien, en fait. Moi, j'adore aussi accompagner les élèves dans leur processus d'apprentissage, et j'aime ça. Alors, c'est paradoxal, parce que j'aime être aussi infirmière, lambda, du terrain, c'est pas... Ouais, alors c'est très paradoxal. Je crois que vraiment, je me dis à force d'attendre... Et puis, et si j'étais plus capable de reprendre mon travail? Alors ça va jusque-là, en fait. Si vous serez d'autant plus capable de reprendre votre travail, Nelly, que vous allez prendre soin de vous. J'entends bien, oui. J'entends bien. Vous voyez, et c'est très important ce que vous dites. Au fond, oui, peut-être que j'ai le droit de craquer. Parce que vous voyez, entre craquer, peut-être un peu, avoir des choses à dire vous êtes fatigué, vous en avez fatigué un peu de ce rythme, peut-être un peu gros sur le cœur, fatigué physiquement, fatigué un peu moralement. Ben oui, votre corps, il est en train de craquer aussi. Hein, je pense, ouais. Ben oui, il traduit ce que jusqu'à présent, vous ne pouviez pas encore dire avec des mots. Ou que vous vous autorisiez pas à dire, parce qu'en fait, vous savez très bien le dire. Vous le dites très très bien. Mais comme vous disiez tout à l'heure, le choix d'être infirmière, c'est pas un hasard. En fait. Oh non, ça. Je me vois très bien. Mon choix a été déterminé par plein de choses dans ma vie d'enfant, confronté à la maladie d'un de mes proches, et voilà, c'était si elle vit, je serai infirmière, je ferai les gens. Enfin voilà. C'est fou et c'est des choses qu'on fait, c'est comme des loyautés quand même. Pourquoi vous n'iriez pas un peu parler aussi de ça en ce moment? En fait, j'ai déjà fait un travail de thérapie au décès de ma maman. J'ai quand même essayé déjà de débroussailler plein de choses. Il y a quand même des choses. Oui, ça s'entend d'ailleurs. On sent que, ou alors je me disais, parce que vous êtes très très clairvoyante. Et en fait, le problème c'était d'apprendre à dire non. Donc j'ai travaillé là-dessus quand même. Comment se positionner, comment apprendre à dire non. Dire non, c'est pas fait. C'est le non aussi qui peut être aussi, qui peut vous protéger. Ça protège aussi de savoir dire non. Voilà, donc oui, j'ai travaillé aussi. J'ai eu j'ai fait 2 thérapies en fait. Là, c'était plus un suivi de deuil qui était quand même compliqué au moment où ma mère est décédée. Et puis après. C'était aussi travailler sur mes émotions, sur mon corps aussi. Mais je pense pas forcément en termes de thérapie, vous voyez Nelly, mais peut-être justement, si la personne que vous aviez vue à ce moment-là, ou là pour avoir un peu un soutien ponctuel. Vous voyez, pas en termes de, pas quelque chose qui vous fragilise davantage, mais être un peu soutenu ponctuellement, avoir quelques entretiens. Ouais.
Parce que j'ai l'impression que vous puissiez presque peut-être même dire des choses, pleurer, avoir un lieu où vous soyez pas toujours la Nelly qui doit montrer ce visage fort et tout à son entourage. Vous avez le droit avec le métier que vous faites, avec vous portez quoi. Oui, mais je porte. Oui, vous portez trop. J'ai quand même la chance d'avoir un entourage qui est fabuleux. Oui. Je veux dire, j'ai un compagnon. Alors, j'ai un mari, j'ai un ami très proche de moi qui m'aide aussi beaucoup, mais c'est un ami. J'ai 2 enfants qui vont très bien. J'ai une fille qui, alors, en même temps, qui a 21 ans, qui fait des études pour être sage-femme et qui est irradie dans ce qu'elle est. Je suis super fière d'elle, donc. C'est quelqu'un qui... Oui, donc vous avez plein de raisons d'être satisfaite. Je suis pas toute seule dans mon coin, je veux dire. Oui, mais là, vous êtes dans un moment un peu de grande fragilité. En fait, donc il faut vous reposer déjà, parce que quand on est comme ça, très très épuisé, on ressent les choses de façon très très intense. Déjà bien vous reposer, profiter de cet arrêt maladie, peut-être qu'il va être un peu prolongé. Vous avez le droit d'être malade. Il vaut mieux d'être en arrêt maladie que de pas arriver à faire votre travail et de mal faire. Vous seriez encore plus mal. Hein, donc vous avez le droit écoutez, c'est pas un arrêt maladie de complaisance, hein. Je veux dire, vous avez tous les certificats qui attestent que vraiment, vous êtes pas bien là et qu'il faut vraiment être en arrêt. Bien vous reposer et vous reprendrez d'autant mieux. Hein. Je vais vous lire des messages parce que vraiment votre témoignage a suscité énormément de messages. Il y a le subversif qui dit la douleur, on sent, est importante pour vous. Est-ce que peut-être vous ne seriez pas trop poreuse à celle de vos patients? Que portez-vous et qui vous pèse? Alors bon, vous avez dit beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a des témoins. Si vous voulez, ces réactions arrivaient avant que, vous voyez, je les lis maintenant, mais c'était au moment où vous nous parliez, hein, donc il y en a qui arrivent un peu avec le recul. Il y a First Lisa qui dit après on veut que les infirmières partent à la retraite à 62 ans ou plus. Et puis quelqu'un dit les soignants ont toujours beaucoup de mal à se soigner, ont toujours un gros problème, comme les cordonniers qui sont souvent les plus mal chaussés. Prenez soin de vous. Cathy qui dit c'est une sorte d'impuissance qui mure, qui atteint avec ce genre de problème que je connais. Quelqu'un qui dit vous avez le droit de craquer, Nelly, vous faites le métier le plus beau et le plus dur, mais pensez un peu à vous. Encore le subversif qui dit il faut être à son écoute pour pouvoir soigner. Sébastien qui dit écoutez votre corps, ménagez-vous, ne dépassez pas vos limites. Il y a une différence entre être fort et faire attention à soi et à sa santé. Il y a JRX qui dit personne n'est irremplaçable, sauf Nelly quand elle sera guérie. Et puis il y a Ava qui dit ce traumatisme cervical vous inscrit parmi les blessés et non parmi les malades. Quand on a peur d'une pathologie, on prend parfois des risques conjuratoires. Alors, il faudra que je réfléchisse sur ça. Oui. Et puis il y a Cathy qui dit vous avez aussi besoin, vous, qu'on écoute votre douleur. Et Fatia qui dit si vous ne vous soignez pas, Nelly, personne ne le fera pour vous. Alors bon courage. Et puis Nelly qui dit elle en a plein le dos, Nelly. Des massages lui feraient le plus grand bien. Un moment de détente, rien que pour elle. L'ostéopathie, c'est compliqué peut-être avec ce que vous avez, mais j'ai un bon ostéopathe qui tiendrait compte de vos radios, voilà. C'est trop tôt pour l'instant. C'est trop tôt pour le moment. J'ai essayé l'acupuncture, c'était effroyable. C'était très douloureux. Non, mais je pensais à l'ostéopathie parce que un bon ostéopathe, je veux dire effectivement, qui travaille en fonction de vos radios et qui vous dirait là, je n'y touche pas. Vous voyez, question de vertèbres. Quand il y a une inflammation comme. Évidemment. Voilà. Évidemment. Après, mais parce que il y a beaucoup de cas où on donne comme ça des anti-inflammatoires qui après vous détraquent l'estomac et autres. Exactement. Là où un bon ostéopathe, lui, vous soulage de votre douleur. En fait, je vois l'ostéopathe mardi qui est aussi rhumatologue, donc en fait. Bon, donc c'est très bien. Il a les deux formations. Et puis c'est quelqu'un vraiment de confiance, donc voilà. Donc j'espère qu'il pourra vous soulager. Je pense, oui. Prenez soin de vous, hein, Nelly, merci beaucoup. Parce que vous prenez énormément soin des autres. Donc c'est important que vous
vous soyez à votre écoute et que vous preniez vraiment, vraiment soin de vous. D'accord ? Merci beaucoup. Bonne continuation et puis en fait, merci de m'avoir écouté. Mais je suis là pour ça. Au revoir, Nelly. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Un petit message de Sergio qui me taquine gentiment, qui me dit c'est quoi le ménix ? C'est en langage gaulois. Et oui, c'est ça, ça doit être ça, effectivement. Oui, j'ai mal prononcé. Je suis désolée, c'est le ménisque, évidemment. Vous avez bien relevé. Nelly a eu la délicatesse de ne pas relever. Mais vous m'avez bien fait rire, Sergio, avec votre message. Effectivement, c'était un peu Astérix et les Gaulois. Caroline chez les Gaulois ce soir. Et puis, il y a Bessedi qui me dit « Ah, il y avait bien longtemps que je vous avais pas passé un petit bonsoir. Mais ce soir, je me dois de réagir. Comment vous laissez dénigrer le pilou-pilou comme vous venez de le faire ? J'invite tous les auditeurs à se cotiser pour vous offrir un Noël de beaux draps en pilou-pilou. Vous ne pourrez plus vous en passer, croyez-moi. Je vais vous faire une confidence. J'en ai eu des draps en pilou-pilou. Ça fait partie de ces improbables cadeaux de Noël, hein, dont on se passerait bien. Ben oui, mais j'en ai eu. Et au départ, quand j'ai ouvert le cadeau, franchement, j'ai fait une tête. Je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est un cauchemar. Et puis comme moi, j'ai pas Internet, je peux pas les revendre sur eBay. Puis de toute façon, j'aurais pas fait ça quand même. C'est pas délicat. Et puis, je vous assure que je les ai quand même essayés. Ben, c'est vrai. C'est un bonheur d'être dedans. Alors là, franchement, je suis une vraie marmotte dans mes draps en pilou-pilou. Donc, je me moquais de Coco, gentiment. Mais, c'est vrai que c'est pas mal. Et puis, j'ai eu un petit mail de Florence. Je sais pas si elle est à l'écoute, Florence, mais je voulais lui envoyer des pensées pleines de tendresse et sachez que je pense très fort à vous. On accueille maintenant Nina. Bonsoir Nina. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Vous pouvez éteindre votre radio, Nina, s'il vous plaît, parce que ça, voilà. Voilà, c'est difficile pour moi. Je suis un peu émue de parler à l'antenne de ce problème qui se pose chez moi. Oui. Oui. Je peux en parler à personne, mais j'en parle à Caroline, bien sûr. Écoutez, j'ai ma fille qui est mariée. J'ai un peu un sentiment de gêne, pas de honte, hein, ça, parce que bon, c'est pas régulièrement qu'on écoute ça dans votre radio, ça c'est vrai. Donc j'ai ma fille qui est mariée, ça fait 3 ans. Oui. Oui. Et pendant 3 ans, c'est toujours des disputes avec son mari. J'ai un bon contact avec mon beau-fils. Hein, c'est vraiment un très bon contact, mais toujours beau-fils. Hein, c'est resté comme ça pendant 3 ans. J'ai toujours essayé de sauver le couple, chose que j'ai réussi, bien sûr. Mais durant ces 3 ans, bon, il y a eu des disputes vraiment régulièrement pour rien du tout, quoi. Hein. C'est un homme qui demandait beaucoup d'amour, comme un bébé. Hein? Votre beau-fils. Oui, mon beau-fils, oui. C'est quelqu'un de très sentimental qui a besoin de beaucoup d'amour. Chose que ma fille ne sait pas faire. C'est un peu une orgueilleuse qui sait pas dire je t'aime, qui sait pas s'excuser quand elle fait une bêtise. Donc tout ça, moi j'ai essayé de lui faire comprendre des choses, comment qu'elle doit faire et tout, mais bon c'est toujours pareil, des guerres. Donc j'ai essayé d'arranger entre eux. Mon beau-fils s'est rapproché de moi, il me parlait de ses problèmes régulièrement, et puis on a vu qu'on avait beaucoup de points communs. Durant 3 ans, il n'y avait rien du tout. Et ça fait 1 mois, tout à coup, que je me suis rendu compte qu'il est amoureux de moi. Et vous en êtes rendu compte parce que il s'est ouvert à vous de ses sentiments. Il s'est ouvert à moi. Je l'ai compris. Il a aimé. Et jour après jour, je me suis rendu compte que, tiens, je me suis dit, il a des sentiments pour moi, ça se voit. Parce qu'un jour, il voulait me dire au revoir et il m'a dit dans la bouche. Alors là, ça m'a fait un déclic.
alors que moi je m'attendais pas à ça. Et puis la semaine dernière, il m'a invité à faire un trajet avec lui, en sympathie bien sûr, hein, en belle-mère et beau-fils. Hein. Bien sûr, il n'y a rien eu. Hein. Et durant le trajet, il m'a parlé et il m'a avoué qu'il m'aimait. Alors j'ai pas caché, je lui ai dit, moi ça fait 1 mois, je ressens des sentiments très forts pour toi, c'est vrai. Donc quand il est avec ma fille, on ne peut pas communiquer, mais il n'y a que les yeux qui parlent, et c'est souvent des CD qu'il me met de Francis Cabrel, des mots qu'il me dit à travers des chansons, quoi. Et moralement, je sais pas, je suis perdue. J'aime le mari de ma fille n'est pas au courant, mais c'est fort. Pour le moment, ce n'est pas allé plus loin entre vous. J'ai peur que ça va plus loin d'ici quelques temps, quoi. Parce que c'est vraiment très fort. Il vaudrait mieux que ça n'aille pas plus loin. Oui, je sais. Mais bon, ça va. Vous allez. Mais je vous invite vraiment, Nelly, à vous contrôler. Parce que cette situation va être devenir invivable pour tout le monde, et il a peu de chances de déboucher sur quelque chose de construit. Au cinéma, ça donne des films effectivement assez drôles, amusants, quand c'est Catherine Deneuve qui joue le rôle de la belle-mère, et je crois que c'était je ne sais plus qui. Je ne sais plus, je crois que c'était Vincent Lindon. Enfin, il y avait eu un film comme ça qui avait eu beaucoup de succès, où le marié tombait amoureux de sa belle-mère. Alors quand c'est au cinéma, on en fait une comédie très réussie. Quand c'est dans la vraie vie, ça tourne au drame. Oui. Parce que Nelly, cet homme s'est rapproché de vous parce qu'il est malheureux dans son couple. Oui. Mais il ne se confie pas à n'importe quelle femme, il se confie à la femme de son épouse. Oui. Donc vous avez pris finalement une place compliquée, puisque en vous faisant des confidences sur leur intimité de couple, vous êtes rentré dans une intimité que normalement vous n'auriez pas dû connaître. Oui. Alors il y a eu effectivement dans ce rapprochement, lui est à un moment de sa vie où il est perdu, où il est malheureux dans son couple, et où auprès de vous, il a trouvé de la consolation. Il a trouvé une présence rassurante. Oui, c'est ça. Quelqu'un, vous dites, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'amour. Vous lui avez apporté beaucoup de tendresse, beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention, tout ce qu'il ne trouve pas auprès de son épouse. Mais parce que son épouse, votre fille, est en conflit avec lui pour des raisons qui sont les siennes. Vous, évidemment, cet homme qui se rapproche de vous, qui vous attendrit, qui n'est pas n'importe quel homme, qui est le mari de votre fille, avec qui, semble-t-il, vous avez des relations un peu tendues, d'après ce que j'ai entendu, puisque vous me dites que votre fille est une orgueilleuse, que c'est un peu compliqué, vos relations. Donc vous êtes attendri par cet homme qui est comme un enfant, perdu, et en même temps, vous tenez une position particulière où vous entrez quand même directement en rivalité avec votre fille. Oui. Donc, c'est la meilleure façon de détruire ce qui reste de famille, parce que vous êtes clairement, si vous avez une relation avec votre gendre, dans une transgression qui est une transgression ni plus ni moins incestueuse. Oui, c'est ça. Et bon, moi, ça me ronge l'esprit parce que j'arrête pas de penser à lui, lui pareil. Parfois, il m'envoie des messages aussi. Donc, c'est dur. Vous n'avez pas d'homme dans votre vie ?
Non, je suis divorcée, moi. Divorcée depuis 15 ans et je compte pas faire ma vie avec un homme, bien sûr, non. Et pourquoi ça? Parce que mon premier mariage a été un grand échec. J'ai été violentée pendant des années, soumise. Alors, je veux plus. Voilà. Oui, mais c'est très dommage parce que en même temps, vous dites, Nina, que vous ne voulez pas revenir, vous ne voulez pas refaire votre vie, et en même temps, vous seriez quasiment prête à avoir une relation avec le mari de votre fille. Prête dans l'immédiat, non, mais parfois je me dis que oui. C'est vrai. C'est oui, c'est non, c'est... Je sais pas. Oui, mais là, écoutez, moi, le problème, c'est que, alors, en plus, c'est difficile sur un témoignage comme le vôtre. Il faudrait qu'on prenne davantage de temps. Et on vient de me dire dans le casque qu'il va falloir que je rende l'antenne là dans 1 minute parce que c'est Taratata Oui. qui va démarrer. Bon, de toute façon, l'émission se terminait dans 5 minutes. Hein. D'accord. Faudrait que vous me rappeliez pour en parler. Moi, tout ce que je peux vous conseiller dans l'instant, Nina, c'est vraiment limiter au maximum les contacts avec votre gendre. D'accord. Je vous remercie. C'est compliqué, Oui. mais parce que ce que je crains pour vous, c'est si vous vous voyez, effectivement, à un moment, ça va basculer. Voilà. Et on se voit régulièrement. Oui, ça va basculer. Et si ça bascule, vous allez, franchement, ça va être très difficile à gérer. Et ce genre de transgression, je peux vous dire, est très difficile à assumer. Ça va tout faire exploser. Hein. Oui. Je me doutais. Mettez-vous 30 secondes à la place de votre fille. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous le savez au fond. Oui. Hein? Oui. D'accord. J'ai pas envie de lui faire du mal aussi. Voilà. Voilà, je vous remercie. Et de plus, comme dit quelqu'un, votre relation avec cet homme risque de déboucher sur un échec. Parce que lui, à mon avis, risque de pas assumer cette relation. Okay. Bon courage, Nina. Si vous voulez qu'on en parle plus longuement, vous pourrez me rappeler. Au revoir. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit à l'écoute d'Europe 1, de Taratata. Très bon week-end également. On se retrouve, nous, lundi.